Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste écologique au régional en Ile-de-France. Oui, écologiste, absolument. Mais je les ai déjà repris tout à l'heure, Cécile. Bon, bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors, couvre-feu à 18h, c'est le bon choix plutôt que le statu quo ou un reconfinement ? Écoutez, moi je n'ai pas toutes les données qu'a le gouvernement, donc à partir du moment où le conseil scientifique préconise et que le gouvernement prend des décisions qui vont dans le sens de notre santé, nous on s'y plie, on s'y adapte. Tout le monde ne veut pas s'y plier et certains contestent. Oui, mais même, nous, les écologistes, il n'y a pas de sujet. La santé doit primer. C'est d'ailleurs une idée que propose Éloi Laurent. Faire de la bonne santé l'indicateur clé de toutes nos politiques publiques. Plutôt que la croissance qui, en fait, on ne sait pas si ça mène des emplois, ou plutôt que les données financières, la bonne santé. Voilà. Oui, ça pourrait être la bonne résolution de ce gouvernement. Oui, mais la bonne santé, mais certains plutôt que l'économie. Non, mais non, mais c'est vrai, Julien Bayou. Mais certains disent si on n'a pas d'emploi, si on ne peut pas travailler comme les commerçants et beaucoup d'autres, c'est la dépression. Et donc c'est pire. Hein. On peut en parler, mais ce que je veux dire, c'est que nous disons deux principes la santé, la prévention et le principe de précaution. Mais le principe de précaution, par exemple, si on avance, notamment pour l'Île-de-France, très densément peuplée, si on avance le couvre-feu de 20h à 18h, eh bien on sait qu'on aura des difficultés dans les transports. Et dans ce cas-là, le principe de précaution, l'anticipation, la logistique, c'est prévoir des transports supplémentaires aux heures de pointe. Voilà. Eh bien, nous le réclamons depuis des mois et des mois, en vérité depuis des années. C'est le moment de le faire. L'anticipation, c'est des protocoles sanitaires renforcés dans les écoles. On veut les maintenir ouvrir, mais par exemple, dans les lycées d'Île-de-France, il manque 900 agents, deux par lycée. Quand il vous manque des agents en temps normal, entre guillemets, c'est un problème. C'est embêtant. Des agents, pourquoi ? Les agents qui gèrent les lycées. Il n'y a pas que les professeurs dans un lycée. Voilà. Oui. Donc la région est responsable et emploie les agents. Il en manque 900, nous disent les syndicats. Pendant l'épidémie, ça devient dramatique. Parce que pour faire un protocole sanitaire renforcé, nettoyer les salles, eh bien, si vous manquez des agents, votre protocole, il tombe à l'eau. L'état de vétusté des lycées, en temps normal, c'est embêtant. Voilà, les élèves étudient dans des mauvaises conditions. Le candidat au régional. Oui, mais le conseil régional, moi je suis concerné. Mon échelon, c'est la région. Sur les transports, sur les lycées, il y a un défaut d'anticipation majeur. Et nous alertons depuis des années, et depuis le mois de mars et le mois d'avril, et on n'a pas mis l'été à profit, par exemple, pour organiser le fait de dédoubler les classes. Voilà. Où on a aussi eu des dirigeants qui ont appelé à reprendre le travail. Dans les lycées, ça a été fait en partie, mais ce n'est pas fait dans les collèges. Il faudrait faire la même chose aussi dans les collèges. Mais bien sûr, on aurait dû en fait préparer l'été à monter. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est l'administration qui est trop lourde, qui n'y arrive pas en dehors du manque de personnel de temps en temps ou pas, Julien Bayou ? On a un gouvernement au pouvoir qui est passablement déconnecté, tout simplement. Je pense qu'il manque d'entendre les élus locaux. Je discutais avec un ami qui se trouve être en train de monter, c'est-à-dire il est logisticien, c'est son boulot, il est électricien à la base et là il prête renfort pour monter un centre de vaccination. Et je dirais pas où, le gouvernement a voulu visiter en avance. Donc du coup, c'était prévu pour jeudi et en catastrophe, ils y ont passé la nuit à 6 pour faire le centre de vaccination. En fait, il n'y a pas intégré la logistique qui dit que pour monter un barnum de vaccination, eh bien, ça prend 72 heures et c'est incompressible. Tout simplement. Il y a trop d'improvisation. Il y a de l'improvisation, il y a de l'incohérence. À la décharge du gouvernement, cette épidémie nous réserve quand même beaucoup de surprises. Mais je crois qu'il y a aussi un mépris pour la logistique. Vous savez, c'est en gros l'intendance suivra. Eh bien non, en fait, en cas de difficulté majeure, l'intendance prime. C'est là où l'État français finalement est en faille, quoi. Où il y a des failles, c'est dans cette organisation aujourd'hui sur le terrain. Quoi. Moi, je suis inquiet quand on nous dit le ministre de la Santé, il a besoin de 4 cabinets de conseil, payés très cher, évidemment, McKinsey et d'autres, pour organiser la logistique. Parce que ça veut dire, en fait, soit qu'on méprise les compétences, il y en a, j'en suis certain, au ministère de la Santé, soit qu'il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il y en a et qu'on les méprise et que du coup, évidemment, ça se passe mal sur le terrain parce que avoir quelqu'un de très bien habillé, bien payé, qui vous dit comment faire, super, mais la réalité, c'est comment on fait très concrètement. Oui. Est-ce que, selon vous, la seule manière, finalement, de parvenir à bout de l'épidémie, c'est la vaccination ? Oui, clairement, nous attendons que le vaccin soit disponible massivement, évidemment.
Et c'est ce qui nous permettra, j'espère... Les vaccins, vous avez une préférence, vous, ou pas vous êtes... chez les écologistes, je sais qu'il y avait quelques divisions. Certains étaient plutôt anti-vaccins. Non, il n'y a pas d'anti-vaccin. Il y a une attente de transparence sur les contrats. Ouais. Voilà, c'est un combat que mènent nos eurodéputés au Parlement européen, on puisse pas se retrancher derrière le secret commercial pour nous dire combien, qui a gagné, parce que c'est de l'argent public tout simplement. Mais nous sommes pro-vaccin et on attend qu'il soit massivement disponible. C'est ce qui nous permettra de retrouver un semblant de vie normale, j'ose dire. Il y a une telle... parce qu'il y a l'idée de se prémunir de la maladie, mais on sait qu'il y a aussi une détresse psychologique intense chez les salariés, chez les étudiants et les étudiantes. Et les étudiants, notamment, les étudiants, c'est pas suffisamment pris en compte. Là, il y a des premières mesures qui arrivent. Un numéro vert ? Oui, notamment. Non, mais il faut arrêter avec ça. Je ne sais pas si c'est du consulting qui vous... Enfin, je ne sais pas s'il y a... Enfin, ça devient ridicule. Non, il y a besoin d'interaction sociale, il y a besoin de considération. Comment et il y a besoin d'une aide concrète, très sonnante et trébuchante. Nous réclamons depuis des années, depuis des décennies pour ma part, depuis 2005 en vrai, l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. C'est pas normal qu'on vous laisse dans la détresse, la misère la plus totale, quand par ailleurs les jobs alimentaires, il n'y en a plus. Puisque c'est beaucoup les bars et les restaurants ou le babysitting, par exemple. Moi, j'ai pu en faire. Quand tout le monde est confiné, il y en a moins. Donc, vous n'avez pas d'argent. Si vous êtes dans une famille où il n'y a pas d'argent, ou si vous êtes en froid avec votre famille, vous n'avez pas d'argent du tout. Et donc, c'est pas possible de laisser notre jeunesse dans la détresse et la misère la plus totale. L'ouverture du RSA aux 25 ans. Oui, sous réserve de conditions, peut-être. C'est ce que vous dites, en plus. Moi, j'irais même beaucoup plus loin. En vrai, si on dit la jeunesse est notre avenir et que l'important, c'est qu'elle puisse s'épanouir et étudier dans des bonnes conditions, allons vers le revenu minimum, allons vers l'allocation d'autonomie. Voilà un vrai investissement dans notre jeunesse. On en est très loin. Aujourd'hui, on préfère donner de l'argent et déverser des milliards à des entreprises sans contrepartie, des entreprises qui polluent, qui font des dividendes et qui licencient. C'est le cas de Total à Grandpuits, c'est le cas de Michelin un peu partout. C'est un arbitrage. Qu'est-ce que vous préférez ? Quel est l'investissement dans l'avenir ? Nous disons, c'est la jeunesse. Julien Bayou, le projet de loi écocide sur les délits environnementaux. Alors, ça va dans votre sens ? Ou alors, comme certaines associations le disent, finalement, c'est un projet de loi qui est vidé de sa substance par la ministre Barbara Pompili ? Oui, malheureusement, c'est complètement bidon. Complètement bidon, parce qu'il existe déjà quand même. Il va être en tout cas mis sur les rails. Nous espérions un écocide. C'est-à-dire que vous puissiez poursuivre les responsables d'une atteinte majeure et irréversible à l'environnement. Par exemple, une marée noire, ou ce qu'a pu faire Lafarge en déversant du béton dans la Seine sans véritablement, en toute impunité en fait, finalement. Lafarge qui est un des plus grands pollueurs de la planète et qui est par ailleurs massivement financé par l'État. Un écocide, ça veut dire il y a des responsabilités. Quand il y a une atteinte qui finalement nous concerne toutes et tous, notre environnement, un bien commun, il y a des responsabilités. Et là, ce qu'on nous organise, c'est un délit. Mais en fait, pour le mettre en œuvre, les conditions sont absolument impossibles. Bon, comme dans l'affaire aussi du siècle. C'est de l'habillage, c'est du greenwashing absolu. Désormais, c'est dans les tribunaux que ça passera pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous en êtes persuadé ? J'en suis absolument convaincu. Je suis cofondateur de Notre Affaire à tous, qui porte avec 3 autres associations l'affaire du siècle, massivement soutenue par plus de 2 millions de personnes sur une question juridique. C'était pas évident. C'est une mobilisation sans précédent. Je salue le travail de Marie Toussaint, qui est eurodéputée, qui a porté à bout de bras Notre Affaire à tous avec les autres associations. Et oui, devant les tribunaux, on peut gagner. L'enjeu, c'est de finalement l'État s'engage. On le prend au mot. Et avec cette condamnation, j'espère, pour carence fautive, ça veut dire que, bien sûr, chacun, vous et moi, on doit faire attention à notre empreinte, mais on doit tenir pour responsable l'État qui ne régule pas, finalement. Et donc, une carence fautive, ça veut dire il nous met en danger. Parce que c'est la protection de la santé là qui est en jeu. Il y aura de plus en plus d'affaires comme ça devant les tribunaux. Julien Bayou, avant d'évoquer d'un mot les régionales, parce qu'on est pris par le temps, vous êtes chef de file. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Anne Hidalgo? Vous venez d'écrire à la maire de Paris pour lui répliquer sur votre position républicaine. Schématiquement, il y a eu embrouille lorsqu'elle avait proposé une rue Samuel Paty dans la capitale. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? C'est une mise au point, votre lettre? C'est quoi? Ça date, là. Vous savez, pour les auditeurs et les auditrices, oui, alors ça date. Anne Hidalgo avait expliqué qu'on avait une ambiguïté sur le soutien à un hommage à Samuel Paty et nous avions voté pour.
tout simplement. Il y avait eu un bug technique et il y avait eu quelques... Elle dit que c'était pas aussi clair que ça. Eh bien, pour nous, c'était massif et c'était clair. Et donc, moi, ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était qu'elle était parfaitement informée, puisque c'est elle qui allait voter. Donc, nous avons voté pour, tout le groupe. On l'avait dit, on l'avait annoncé, on l'avait fait. Et je trouve qu'instrumentaliser de la sorte un tel drame, mentir, propager des fake news, alors que des élus de droite qui ne sont pas nos alliés avaient dit ah oui c'est vrai, ok, il y a eu un bug, nous retirons nos tweets. Et ben moi je trouvais que cette manière d'agir était scandaleuse. Mais donc là, je l'ai dit. Et là ça remet en cause votre participation, votre entente avec... Ça regarde la majorité municipale. Quand tous les écologistes sont attaqués, moi je réponds. Quand je mets au point quand il y a une fake news, je trouve que c'est... Il y a des chroniqueurs qui peuvent raconter des trucs approximatifs. C'est important que les hommes politiques et les femmes politiques se tiennent à la vérité. Est-ce qu'en toile de fond, s'il y a votre rivalité au régional face à Audrey Pulvar, qui est adjointe d'Anne Hidalgo et candidate PS, quoi, bien sûr. Oui, le PS, le Parti Socialiste va désigner sa candidature. Ils auront un projet socialiste pour la région. Nous sommes écologistes. J'ai réussi le rassemblement de la famille écologiste au sens large, avec... Génération écologiste autour de Delphine Batho, Génération S autour de Benoît Hamon. Nous allons en campagne, notamment pour porter cette idée, je crois, fondamentale de critérialisation des aides. Vous savez qu'on l'a testé. 80% des écologistes disent bien sûr il faut critériser les aides, conditionner les aides au respect de l'accord de Paris ou à l'égalité femmes-hommes. Pas d'argent pour les entreprises hors la loi, hors les clous, qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes. 80% des électeurs écologistes sont pour, donc évidemment. 2/3 des électeurs de droite ou d'En Marche. Je crois que ça peut rassembler, projet écologiste et fédérateur, et peut rassembler plus de 2 Français sur 3. Voilà. Dernière question avec Cécile Demenudus. Oui, certains leaders européens essayent d'imposer l'idée du passeport vaccinal. Est-ce que vous seriez pour ? Non, je pense que ça pose un problème éthique majeur. Déjà parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous et toutes accès à la vaccination. Et puis, non, je crois vraiment que c'est une question, pour le coup, éthique. L'enjeu, c'est de favoriser la vaccination. L'enjeu, c'est aussi de lutter contre la désadhésion vaccinale, ou en gros la défiance à l'égard des vaccins. Si certains l'imposent, comme en Grèce par exemple, ça veut dire qu'on ne pourra plus rentrer en Grèce si on n'a pas de passeport. Eh bien, c'est pas parce que d'autres le font que nous devons nous y plier, j'insiste. Il faut certainement une régulation au niveau européen, pour le coup. C'est encore une fois l'intérêt de la belle idée européenne. C'est grâce à l'idée européenne que nous avons ces vaccins aussi, parce que si la France avait compté que sur Sanofi, eh bien on attendrait. Là, pour le coup, l'Union européenne, le Parlement européen avait dit, on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets, et passer des commandes auprès de 6 labos différents pour pouvoir avoir en moyenne les vaccins qui sortent en premier. Et les autres. Donc il faut une régulation au niveau européen, mais l'enjeu, encore une fois, c'est plutôt de convaincre. Et je pense beaucoup que les premières personnes qui vont se faire vacciner, en fait, seront les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Parce que on espère qu'elles pourront retrouver un peu de lien, un peu de ce contact dont on a tant besoin, et que ça convaincra, j'espère, les autres de se faire vacciner. Merci Julien Bayou, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.